Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Didier Maisto. Donc, Didier Maisto, de mon point de vue, c'est une personnalité qui compte dans les médias. Mais je vais vous laisser vous présenter, Monsieur Maisto, si vous voulez bien. Eh bien, Didier Maïsto, j'ai effectivement, je suis depuis pas mal de temps dans les médias. J'ai dirigé un pôle de médias, une radio nationale, des magazines, voilà, des sites internet. Et puis depuis septembre 2020, j'ai quitté ce monde-là, enfin en tout cas pour un actionnaire, pour finalement être mon propre entrepreneur, mon propre patron. Je continue à faire des reportages. Je suis beaucoup sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est là que ça se passe beaucoup, que la parole est encore un petit peu libre. Et puis j'interviens sur un certain nombre de télé, de radio, mais pas mainstream parce que je suis un peu lassé de toujours servir de punching ball. Non pas que j'ai pas de ressources, que je n'encaisse pas les coups, je sais aussi en donner. Mais finalement, quand le téléspectateur ou l'auditeur tourne le bouton, qu'est-ce qu'il en reste? Rien. Donc je préfère prendre le temps et aller, j'allais dire, comme je le fais aujourd'hui, dans des médias plus alternatifs, même si alternatif, je ne sais plus trop ce que ça signifie aujourd'hui, Mhm. mais en tout cas où on peut s'exprimer librement et où ça rentre en fait, finalement en résonance avec ce que pensent beaucoup de citoyens, parce qu'effectivement sur les médias mainstream, c'est pas tout à fait la vraie vie, c'est du storytelling, c'est la caisse de résonance des pouvoirs, pas simplement du pouvoir politique, du pouvoir économique, du pouvoir politique. Euh, et on voit bien qui possède les médias en France. Et donc voilà, je suis allé au bout de ma liberté, qui certes a un coût, mais qui n'a pas de prix en fait. Donc c'est le plus beau. Donc j'essaie de continuer comme ça, à voler de mes propres ailes. Voilà. Donc, vous avez une vision un peu, on va dire, en 2023, assez pessimiste des médias mainstream, comme vous dites, ou médias grand public. C'est-à-dire, vous pensez qu'ils sont plus, euh, en fait, pour être tout à fait sincère, j'habite pas en France, j'habite en Angleterre. De l'extérieur, euh, je suis assez atterré par ce que je vois dans les médias grand public. C'est-à-dire, j'ai plus l'impression que la notion de débat ou même de journalisme honnête, il y en a toujours, hein, il y a toujours des journalistes qui font brillamment leur travail, mais j'ai l'impression qu'il y a une dégradation quand même assez flagrante. Mais je voulais Oui. avoir votre avis là-dessus. C'est-à-dire, est-ce que j'ai raison de m'inquiéter ou pas? Oui, il y a une dégradation. D'abord, il y a un actionnariat qui influe beaucoup sur les contenus éditoriaux. C'est le premier point. Mais plus que ça, je dirais aujourd'hui, aller choisir des gens malléables qui sont dans la doxa, ça tire aussi les médias vers le bas parce qu'avec eux, il n'y aura pas de problème. Et donc, ça tire aussi le niveau vers le bas, oui, parce que vous avez des gens qui prennent un petit détail et qui, finalement, à partir de faits divers, souvent, ou d'une petite histoire de rien du tout, en font des tonnes et toute la journée, donc voilà, on vous ressasse. Avec des sondages réalisés sur Internet, souvent qui sont pas très honnêtes, où on connaît déjà la réponse. Donc, on va draguer un public, ce qu'il y a de plus vil parfois dans dans l'être humain, et on en fait des débats, et tout le monde est à peu près d'accord. Et donc, tout ça est théâtralisé. Ça a un rapport assez lointain, je dirais, avec le réel. Donc, c'est pas que, même pas pessimiste, en fait, je regarde ce monde-là. C'est valable aussi pour la presse écrite, hein, puisque Mhm. l'actionnariat aussi, voilà, les quelques oligarques ont tout racheté. Quand vous lisez Le Monde aujourd'hui, Libé ou l'Express, enfin, ces journaux-là, ça n'a qu'un rapport lointain avec le réel. Et donc, ils ont partagé, c'est simple, hein, le monde en deux, comme on le faisait à une grande époque, hein, dans les démocraties, dites démocraties de l'Est. En réalité, maintenant, ça a un peu changé. C'est marrant, l'Occident est devenu comme ça. Donc, il y a le camp du bien et l'empire du mal. Et donc, à la télé, c'est le camp du bien. Tout le monde pense la même chose sur le traitement du Covid, pense la même chose sur la liberté d'expression, sur le complotisme, pense la même chose sur les grands conflits géopolitiques dans le monde comme l'Ukraine aujourd'hui. Donc c'est effarant de constater que quand vous avez un esprit un peu critique et que dans la vraie vie, vous rencontrez
toutes sortes de gens, des intellectuels, des ouvriers. Vous ne voyez pas du tout un prolongement de ça dans les médias. Vous avez des gens qui parlent entre eux, mais les mêmes depuis 40 ans, sauf que là, ça s'est accru. Quand vous avez un Bernard-Henri Lévy qui truste toutes les ondes qu'on a interrogées sur l'Irak, puis la Libye, qui a fait des catastrophes partout dans le monde, et qui aujourd'hui, en rentrant de Marrakech ou de New York, vient vous livrer sa substantifique moelle et son savoir sur l'Ukraine, vous vous dites il y a quelque chose de pourri au royaume du Danemark, hein, pour paraphraser C'est Shakespeare. intéressant que vous parliez de Bernard-Henri Lévy. C'est une petite histoire personnelle. Après, on reviendra à ce que vous disiez. Il avait fait une présentation à Londres. À l'époque, il militait contre le Brexit et il avait écrit un livre là-dessus. Je ne me rappelle plus très bien du titre de ce livre. Et toute la présentation, pendant 2 heures ou 2 heures et demie, c'était lui en fait qui parlait. Il n'y avait pas du tout d'interaction. Et à la fin de la présentation, ils ont autorisé quelques questions. Et j'ai réussi en fait à me faire voir. J'étais tout en haut, je me rappelle. Et j'ai posé une question et je lui ai dit que, selon moi, il n'avait pas compris du tout comment le Moyen-Orient fonctionnait et qu'il s'était complètement trompé en Libye. Et en fait, sa réaction a été celle classique d'un intellectuel français qui ne peut pas avoir tort, c'est-à-dire qui ne peut pas se tromper. Donc, moi, j'étais le manant qui comprenait rien à rien. Et c'était intéressant, le langage du corps, comme ils disent en anglais. Mais bon, bref, ça, c'était juste une parenthèse. Et, je me posais une question par rapport à ce que vous venez de dire. J'ai vu un extrait du journal de France 2 il y a quelques jours, je ne sais pas si c'était hier ou avant-hier. La journaliste, je ne me rappelle plus de son nom, elle pose une question à un intervenant sur la réforme des retraites. Et en fait, elle dit, la première question qu'elle pose, hein, c'est la première, pas la deuxième, est-ce que cette réforme sera suffisante? C'est-à-dire qu'au niveau du langage, on n'est même plus au niveau de débattre la réforme, du bien fondé de la réforme. On a acquis l'idée que c'était indispensable. On demande juste si le niveau est suffisant. Donc, on sait qu'il faut la faire. Voilà, et ça Et en c'est fait, un bon exemple. la C'est un question que je me parfait posais, exemple. c'est elle n'a pas reçu d'ordre, cette journaliste. On lui a pas Non, dit. non, non, et c'est ça qui est le plus compliqué à faire comprendre dans le public, c'est que les journalistes aujourd'hui, moi je les appelle à la télé beaucoup les speakeriens, hein. Il y avait les speakerines, maintenant c'est un peu les speakeriens, j'ai masculinisé, je dirais un peu le terme, n'ont pas besoin de recevoir d'ordre, hein. C'est-à-dire qu'ils prennent pour argent comptant le discours, en l'occurrence gouvernemental. Il faut absolument réformer les retraites parce que le système euh, va faire faillite, etc. Voilà. Il n'y a plus aucun esprit critique, il n'y a plus aucun tamis. Et il y a comme ça une quantité d'idées. Vous avez 100% des journalistes, puisque moi je suis particulièrement ce débat, qui, sur le service public ou dans les médias privés, disent oui, mais on vit plus longtemps, donc oui, mais est-ce qu'il y a une loi écrite ou non écrite qui dit quelque part que parce qu'on vit plus longtemps, on devrait travailler plus longtemps? Ça sort d'où? Elle est où la relation de cause à effet? On vit plus longtemps dans quel état? L'emploi des seniors en France, il est pratiquement inexistant, c'est-à-dire qu'à 50 ans, vous êtes un vieux, vous êtes viré des entreprises, donc finalement, vous vivez du RSA ou des assédiques qu'on veut réduire en plus. Ça a été mis un peu de côté parce qu'ils ne veulent pas tout faire en même temps. Ils voulaient réduire la durée d'indemnisation si on arrivait au plein emploi, comme si les gens à 50 ans décidaient de se faire harakiri et de finir leur vie, les 15 années qui vont leur rester jusqu'à la retraite, de vivre d'aide sociale et de rapine. Enfin, tout ça n'a aucun sens. Mais vous voyez, comme c'est ce même monde, en fait, la classe médiatique est devenue une sous-classe politique. Et il s'agit d'avoir finalement de faire une vraie course à l'échalote, d'être le premier sur la foule, le premier qui va avoir le ministre, le premier qui va avoir le porte-parole. Et du coup, comme tout le monde copine, comme il n'y a plus cet esprit critique, on prend tout pour argent comptant et on pose ce type de questions stupides. Est-ce que ça sera suffisant? On ne parle pas du fonds de retraite, on ne parle pas de ce qui avait été créé sous Jospin. Normalement, Mhm. si on additionne tout, il y a 150 milliards de côté. On ne parle pas de l'optimisation fiscale qui coûte 100 milliards d'euros par an à la France. On n'en parle pas de la fraude fiscale qui coûte, allez, je vais faire, je vais être minimaliste, 25 milliards d'euros. Et donc là, on va obliger notamment les plus fragiles d'entre nous, les plus anciens ou les plus précaires, à travailler 2 ans de plus pour atteindre l'âge légal de la retraite. Mais en réalité,
ça ne va pas changer grand-chose. Non seulement il va falloir travailler quand même plus, ça c'est sûr, mais pour avoir une retraite à taux plein, il va falloir travailler jusqu'à 67 ans, parce que du fait de la décote, si vous prenez votre retraite à 62, puis à 63 ans, 3 à la fin du quinquennat, puis à 64 ans d'ici, je ne sais plus, 2027, vous allez avoir une retraite ridicule, même si vous avez été cadre supérieur. Mais d'expliquer tout ça, j'ai vu les Républicains aussi, tout le monde dit, ah ben c'est grâce aux Républicains, il va y avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, mais ils n'ont rien obtenu du tout. En fait, c'est de l'habillage, c'est le baiser de la mort, parce que bon, ça c'est habile de la part d'Emmanuel Macron, qui vont jouer les supplétifs. Mais en réalité, quand même, M. Ciotti dit on a obtenu 100% pour 1200 euros de retraite minimale, ça sera les minima, etc. Non, mais moi j'ai bien regardé les choses, et il y a des gens qui ont fait aussi ces études, pour obtenir ces 1200 euros, il y a tellement de conditions. Il faut ne jamais avoir eu de temps partiel, une carrière pleine, etc., que finalement, vous avez 1/9 des gens qui pourraient être concernés par cette mesure qui vont effectivement pouvoir la mettre en œuvre, pouvoir en bénéficier. Donc, mais ça ne résiste pas. C'est 10 minutes de travail. C'est pas non plus être C'est ça qui est le intéressant, président. c'est ça que j'arrive pas j'avais écouté Pierre-Yves Rougeron sur les incorrectibles, je crois. Il était attaché parlementaire à un moment. Il est fondateur du Cercle Aristote, je crois. Je le connais très bien, oui. Et c'était très intéressant. Et il expliquait, en fait, il discutait et il expliquait que fondamentalement, le timing de cette réforme ne fait aucun sens. C'est-à-dire que si on se met à la place d'Emmanuel Macron, un président de la République, vu la situation actuelle en France, vu les mécontentements, etc., il n'y a pas vraiment de raison de le faire tout de suite. Pourquoi l'urgence? Et en fait, il expliquait que Bruxelles n'est qu'une succession, qu'une addition de lobbies. Et que contrairement à une nation qui, elle, fait face aux lobbies, puisqu'il y a quand même un équilibre qui se fait entre les lobbies et la nation, la nation européenne n'existe pas, et donc les lobbies sont tout puissants. Et il expliquait en fait qu'il y a un lobby, il y a toutes sortes de lobbies dans l'Union européenne, et il y a un lobby financier, il y a un lobby, typiquement, il nommait BlackRock, le fonds de pension, qui fait pression ou qui fait du lobby auprès de la Commission européenne, qui elle-même fait pression auprès du gouvernement français ou d'autres gouvernements européens pour accélérer les réformes. Mais à la limite, je ne comprends même pas. Moi, je suis un kidam, j'écoute ça en fait. Si j'étais journaliste, la première chose que j'aurais envie de faire, c'est au moins de mettre ça sur la table, qu'on puisse débattre de ça, qu'on puisse informer les Alors, citoyens. il a raison, Pierre-Yves Rougeron, quand il dit ça. D'abord, ça s'est fait au grand jour, hein, quand vous avez Ursula von der Leyen qui est venue en France. Elle a félicité Emmanuel Macron, c'était il y a 2 mois et demi, 3 mois, pour, vous savez, le fameux crédit alloué à la France. Je sais plus, j'ai plus en tête le chiffre, je sais plus combien de milliards. Et ils ont fait une conférence de presse commune et elle a dit, et je remercie Emmanuel Macron d'avoir, je sais qu'il va faire des réformes, notamment les retraites. Je veux dire, c'est complètement au grand jour. Il ne se cache même plus. Évidemment qu'il y a des lobbies, et notamment BlackRock, hein, parce que c'est je dirais le dernier précaré qui échappe encore aux assureurs privés, aux banques, la retraite. Si vous mettez la main sur la retraite, effectivement, après, Mhm. toutes les barrières sautent. Oui. Ils avaient mis, mais là, je pense que ça a un peu, c'est simplement retardé. Il était question qu'ils mettent, vous savez, les caisses de l'Agirc Arco, qui est la retraite pour les cadres, et que ça passe sous l'égide maintenant de l'URSSAF. Et donc là, c'est plusieurs dizaines de milliards d'euros, puisque c'est bien géré. Et donc là, je pense que c'est le MEDEF qui gère aussi ce truc-là, qui a mis son veto en disant on soutient la réforme des retraites, et puis ça, on ne peut pas tout faire d'un coup, donc ils y vont par étapes. Mais évidemment qu'il y a des lobbies. Moi, j'ai sorti une affaire en France qui est celle du couple von der Leyen avec Heiko von der Leyen, le baron von der Leyen, de vieille noblesse allemande, qui est directeur médical d'une énorme société américaine qui s'appelle Orgenesis, qui fait dans les vaccins à ARN messager, la thérapie génique, on comprend mieux du coup l'histoire des vaccins, mais qui fait des filiales financières partout en Europe, en Grèce, en Italie, en Allemagne, aux Pays-Bas,
partout, qui récupère ainsi les fonds de relance européens, une partie des fonds de relance, et qui ensuite dissout ses filiales. Alors parfois il est PDG, comme en Allemagne, parfois il est directeur médical, il est toujours au board. Et donc vous avez une société américaine, parce qu'on voit bien que les lobbies, ils sont énormément américains, hein, parce que finalement, l'Union européenne n'est que le pont avancé de Oui, 51e État américain, mettons. Et donc voilà, il y a lui, c'est une le députée, mari, celui dont vous parlez, c'est le mari de Van der Leyen, celle qui est voilà, présidente. absolument. Et pour rester dans les lobbies, il faut se souvenir, c'était les députés verts et députés de gauche allemands qui avaient fait toute une enquête à l'époque au Parlement et qui avait pu démontrer en fait que Ursula von der Leyen avait livré son ministère de la Défense à tous les lobbies privés. Et donc, elle a été exfiltrée, je dirais, en catimini et in extremis par la chancelière Angela Merkel qui l'a fait nommer finalement à la tête de la Commission européenne. Tout ça est connu. Donc, vous avez quelques députés, Michel Rivasi, député Europe Écologie Les Verts, qui se bat qui a saisi le commissaire en charge, la déontologue, enfin, bon, qui essaie de faire un peu, mais ça Il y a n'intéresse très peu de personne, personnes, il y a très peu de personnes qui. très peu de personnes. C'est devenu, en fait, quand vous regardez le Parlement européen, la Commission européenne, c'est ouvert aux quatre vents. C'est une espèce de grand marché ouvert où tous les lobbyistes, ils ont pignon sur rue, hein, ils ont leur bureau, ils s'installent, ils sont véritablement chez eux. Et c'est une Europe qui déréglemente un peu tous les secteurs au profit de ces grosses sociétés qui sont les multinationales, qui bien souvent ne payent pas d'impôts, en tout cas en France. Quand vous avez, je prends le dernier exemple en date, vous avez par exemple Sanofi qui est en train de licencier des centaines de personnes, soit dit en passant. Vous avez Renault ou Total qui ne payent pas d'impôts en France. Vous voyez alors on me dit souvent, oui, mais ils ne font pas beaucoup de pas beaucoup de recettes en France, pas beaucoup de bénéfices. Ah ben alors, c'est des sociétés françaises ou pas? Elles sont au CAC 40 ou pas? Vous voyez, donc il y a une espèce d'illusion. Bien sûr, il y a de l'emploi, mais ensuite, elles font remonter ça dans leur holding et elles échappent à l'impôt. Mais déjà, moi, je ne parle pas de super profit, ça ne sert à rien. Déjà, imposer à la juste hauteur les entreprises qui ont beaucoup d'emplois en France. Il n'y a que 50 entreprises de plus de 5000 salariés en France, c'est-à-dire rien du tout, mais ça représente, ces grosses entreprises, quand même 50% de l'emploi salarié. Il suffit de les taxer normalement, pas de les surtaxer. Mais là, déjà, vous récupérez une manne considérable. Et puis, avec des interdictions, si vous avez votre activité en France avec X milliers de salariés, vous ne devriez pas pouvoir faire de l'évasion ou le mot à la mode, selon McKinsey, de l'optimisation fiscale. C'est un pur scandale parce que vous bénéficiez de toutes les infrastructures, des routes, des autoroutes, des hôpitaux, de l'école pour vos enfants. Et donc, on détricote tout cela et on optimise. Total, on se retrouve avec un pays qui n'a plus d'emploi, qui n'a plus d'industrie, puisqu'on a finalement tous ces labos, ils gardent des établissements stables de la com, en fait, hein, en France. Et puis la recherche et développement, boum, c'est massacré. Et toute la fabrication est externalisée en Inde, en Chine. Et on s'est retrouvé comme des idiots, le bec dans l'eau, au moment de la crise du Covid, où on s'est rendu compte que finalement, on n'avait plus aucun stock et qu'on était complètement dépendant de ces pays. Donc, ces immenses sociétés qui sont plus tout à fait des sociétés, hein, qui sont plus des entreprises, qui sont des entités multinationales, détricotent, détruisent complètement En fait, le tissu. quand on vous écoute, on se dit que si les citoyens étaient tous conscients de ça, il y aurait tout le monde dans la rue tout le temps. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que, à mon avis, c'est qu'il y a un problème de médias et d'information, c'est sûr. Il n'y a plus de chambre de compensation, c'est-à-dire que le citoyen est livré à lui-même avec une flopée d'informations. Et ils ne représentent pas grand-chose, ces médias, mais ils ont une caisse de résonance qui est énorme. Et donc, voilà, moi j'ai plein d'amis autour de moi, plutôt de bonne volonté, mais leur source d'information, c'est les médias grand public. Ils n'ont pas trop le temps ni l'envie de se mettre à Ben regarder. voilà, le problème, si vous voulez, c'est que tout le monde n'est pas féru d'informations ou voilà, très en pointe sur chaque secteur.
et que de plus en plus de citoyens allument un petit peu la télé ou la radio pour avoir l'essentiel, pense-t-il, de l'information. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en Ukraine? On en est où? Qu'est-ce qui se passe en France, etc. Mais comme 100% des médias disent la même chose, et quand vous achetez un journal, vous lisez la même chose, et que vous avez plus de deux tiers, peut-être même, je dirais, trois quarts des citoyens qui s'informent encore via les médias mainstream, vous avez une histoire qui est censée être le réel, mais qui n'est pas le réel. C'est une relation faussée au réel. Et alors après, vous le trouvez aussi sur les réseaux, parce que quand vous avez des encyclopédies, je mets ça entre guillemets, en ligne, comme Wikipédia, qui sont en fait des organisations, je ne vais pas prononcer de gros mots, mais disons un peu opaques, avec des contributeurs qui vont trier l'information, on ne sait où, plus les fact-checkers, euh, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, à un moment où j'aime pas quelqu'un, je lui fais une page de Wikipédia dégueulasse. Les journalistes vont l'alimenter eux-mêmes et puis après vont s'en servir comme une source en disant je l'ai trouvé dans Wikipédia. Et donc, le citoyen lambda, l'homme de bonne volonté, comme vous disiez, qui fait encore fonctionner juste son cerveau, son esprit critique, il n'a pas un matériel à disposition, qui soit télévisuel, radiophonique, écrit ou même sur Internet, qui lui permette d'aiguiser son sens. Et pour parfaire le tout, quand vous arrivez à franchir toutes ces étapes et que vous achetez des livres, que vous confrontez vos points de vue, votre expérience, que vous faites des recherches, si ça sort de ce qui est communément admis dans les médias, alors là, on vous met l'étiquette complotiste, conspirationniste, platiste. L'IFOP hier a fait un sondage diffusé sur BFM en disant les jeunes sont platistes. Mais n'importe quoi, si vous C'est voulez. souvent, souvent ce que je dis autour de moi. Quand j'ai des amis qui m'expliquent que je regarde des sites qui sont orientés, biaisés, etc. Et en fait, je leur dis que c'est intéressant. Quand JFK, John Fitzgerald Kennedy, s'est fait assassiner, il y avait Hannah Arendt qui était là-bas, je crois. Elle a écrit une lettre aux journaux, je sais pas, elle a écrit une lettre pour essayer d'expliquer, pour dire que selon elle, comme l'affaire avait été classée en 2 jours, il s'agissait d'un crime d'État, d'une conspiration, voilà. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, quand vous posez la question à tout le monde, la plupart des gens vont vous dire JFK, bon, c'est une conspiration, c'est la mafia, la CIA, etc. Mais ce qui est difficile, c'est à l'instant T, qui aurait été capable parmi nous, si on vivait à cette époque-là, d'avoir dit c'est une conspiration. Hannah Arendt l'avait dit, elle a été traitée d'ailleurs de tous les noms. Donc Mais vous voyez, c'est souvent ce que je dis, c'est les complotistes. Alors après, il y a des fous et puis des gens pas très rigoureux, ça existe aussi. Mais globalement, ceux qu'on affuble de l'étiquette de complotiste, c'est des gens qui ont raison avant les autres et qui ont une intuition, qui, à partir de leur intuition, commencent à creuser. Et c'est un tweet que j'ai fait avant-hier, d'ailleurs. Tiens, là, je disais, au bout du bout, on aura raison. Bien sûr, mais alors, à part une satisfaction intellectuelle, est-ce qu'on sera déjà là pour le constater? Et le problème, c'est que entre-temps, le mal est fait. Quand vous voyez sur l'histoire du Covid en France, mis sous secret défense pendant, je ne sais plus combien, 50 années, c'est circulé, il n'y a plus rien à voir. Et si ça ne suffit pas encore, vous avez des médias mis à l'index. Moi, par exemple, je bosse avec RT France depuis quelques RT, temps. c'est Russian Today. Voilà, Russia Today, Hein. qui est interdite euh, sur le territoire de diffusion, pas de fabrication, on peut quand même encore travailler, mais de diffusion sur le territoire de l'Union européenne. C'est Madame van der Leyen qui était à la manœuvre avec Emmanuel Macron, qui depuis le début a cette chaîne dans le nez parce qu'elle a relaté beaucoup les gilets jaunes, etc. Et qu'elle n'est pas sous la doxa Oui. française ou de l'Union européenne. Cette chaîne a respecté sa convention parfaitement avec le CSA devenu Arcom. Il y a eu une enquête, le Conseil d'État, c'est comme ça que ça se passe, parce que, bon, peu importe, ils ont été chaque fois blanchis. Moi, j'y travaille, on ne reçoit pas d'ordre du Kremlin, on est entièrement libre, la rédaction est 100% française, elle est située en France, elle est française, les journalistes sont français, ont des cartes de presse. Vous avez eu un communiqué assez mou
du syndicat national des journalistes. Et aujourd'hui, vous avez, comme la chaîne de temps en temps est relayée sur des réseaux comme Odyssée, qui ne sont pas encore interdits, etc., vous avez des gens comme des journalistes de Libé ou du Monde qui vont appeler le ministre et dire ah, regardez, ils émettent encore, ou ils font des articles dégueulasses en nous traitant de tous les noms, en disant oh, ils émettent encore, ils travaillent encore, au lieu de soutenir comme un seul homme des journalistes qui sont leurs confrères, qui sont français. Et ça n'a aucun sens tout ça. Ça Mais nous repose sur. c'est un problème beaucoup plus profond, selon moi, que juste les journalistes ou juste les médias. Je pense qu'on a un problème, on a un problème de société, de civilisation. D'abord, on se soviétise, on est en train de se soviétiser à vitesse grand V. Et ce que vous dites, on pourrait débattre des heures, tellement il y a d'exemples. Je me rappelle de ces sportifs handicapés russes qui ont été bannis de leur compétition. Ce qui, il y a quelques années, aurait semblé impossible. On n'aurait pas pu imaginer faire quelque chose comme ça. Et c'est ça qui est intéressant, c'est une sorte d'apathie générale. Je le dis souvent dans mes vidéos, mais c'est à peine caricatural. Les classes moyennes d'aujourd'hui euh, ne descendront jamais dans la rue, ou peut-être si leur Wi-Fi marche plus. Mais c'est terrible, si vous voulez. C'est vrai qu'il y a eu un débat il y a quelques semaines pour la réouverture de la Scala qui avait programmé un opéra russe. Ils ont finalement tenu bon, mais vous aviez quantité de gens en Italie et en Europe qui disaient vous ne pouvez pas diffuser ou réouvrir avec un opéra russe. Mais vous voyez le niveau de bêtise ouais, et de russophobie par des gens qui, vous prenez 99% de la population européenne, vous demandez de situer l'Ukraine sur une carte, ils sont incapables de situer l'Ukraine. Ils sont incapables, alors là, de décrire le territoire, la géographie, son économie, son PIB, l'histoire même de l'Ukraine en remontant au Moyen Âge et en passant par l'Empire soviétique, en passant par la Crimée, le côté russophone, le côté... Tout ça, ça les dépasse, mais c'est à la mode. Donc mhm, tout le monde est ukrainien, tout le monde est pro-ukrainien. C'est un des pays les plus corrompus dans le monde. Zelensky, alors je ne dis pas que la Russie, c'est le paradis, mais enfin, Zelensky est une marionnette des mhm. États-Unis, il est cocaïnomane, il trempe dans des affaires quand même pour le moins douteuses, avec bon, un certain nombre de terrains d'usines en Ukraine. Il a des maisons un peu partout aux États-Unis. Bon, enfin, on connaît tout ça par cœur quand on s'y, c'est pas très compliqué à trouver. Mais il faut défendre, il faut sauver la démocratie. Vous voyez, donc vous avez des gens qui, de bonne foi ou de mauvaise foi, se réveillent le matin, ils disent oh là là, on est en train de paupériser complètement la population française, mais largement européenne aussi, avec ce qu'on a vu, des rétorsions soi-disant contre la Russie qui se retournent contre nous, puisque le prix du gaz et a fortiori de l'électricité qui est calculée sur celle du gaz est en train d'exploser. Nos commerces mettent la clé sous la porte. C'est une catastrophe. Il y a une inflation qui va être bientôt à 2 chiffres, mais c'est pour la démocratie ukrainienne. Et on nous présente Zelensky comme vraiment le prix Nobel de la paix, quoi. Vous Et voyez. puis, soyons sincères, on est retour au Moyen Âge. C'est un peu des sociétés de classe. Un membre d'une classe moyenne ou un cadre dans une entreprise, il sait qu'il peut se faire bien voir en supportant l'Ukraine. Ça l'impacte, mais ça l'impacte pas tant que ça. Ce qui est en train de se passer, c'est pas vraiment son souci que le prix d'essence augmente ou de l'électricité. Ah, Bon, voilà, donc c'est toujours pareil. C'est la même chose pour les Gilets jaunes. Je me rappelle avoir été invité à une soirée à Londres et il y avait beaucoup de Français qui se montraient des vidéos de Gilets jaunes. Et évidemment, ils montraient les cassages et ils n'avaient pas de mots assez durs sur les Gilets jaunes, mais ils n'en connaissaient pas un seul dans leur vie. Mais bon. Et en fait, je me faisais la réflexion que on est vraiment dans des sociétés de classe, c'est-à-dire que euh, on ne comprend pas ces gens-là. Ces gens à Londres ne savent même pas en fait ce que vivent un certain nombre de gens qui sont allés sur ces ronds-points et les difficultés qu'elles rencontrent. Ce qu'elles savent, c'est qu'ils mettent le désordre. Le désordre, c'est pas bien, c'est pas bon pour les affaires. On est vraiment dans des sociétés qui sont très mais vous partialisées. voyez, tout ça a une explication. Je suis d'accord, c'est un problème. C'est en train de devenir un problème de civilisation parce que tous les canaux immatériels, c'est Orwell hein, en fait, hein, tous les canaux immatériels sont possédés
par des oligarques, appelons-les comme ça, qui ont affaire avec l'État, bien sûr, je vais essayer d'expliquer ça. Et donc, de façon totalement naturelle et limpide, les journalistes qui sont embauchés par ces gens racontent une histoire qui plaît à ces gens. Donc, c'est de l'autocensure, parce que le journaliste qui va essayer d'expliquer ce qui se passe au Donbass depuis 2014, s'il le fait sur une chaîne qui est possédée par quelqu'un qui a des intérêts avec l'Ukraine, il ne va pas faire long feu. Je vais vous expliquer un truc. J'ai su, mais maintenant c'est un peu, ça commence à se vulgariser, que un des projets de l'Ukraine, le projet phare, c'était de reconstruire Kiev en faisant une capitale modèle au niveau mondial pour l'écologie, l'infrastructure, les transports, etc. Et donc, je me posais la question en France, vous savez, il y a un peu une blague qui tourne. On ne dit plus LCI, on dit LCU, la chaîne Ukraine. LCI, vous avez 24 heures sur 24 que des sujets sur l'Ukraine, des débats sur l'Ukraine, avec des gens évidemment hyper favorables qui vous racontent qu'un truc, le bon côté des choses sur l'Ukraine. Mais quand vous regardez, vous comprenez que les actionnaires, quand vous êtes dans les travaux publics, ce qui est le cas de Bouygues, quand vous êtes dans la téléphonie, quand vous êtes dans l'Internet, etc., etc., dans le traitement des déchets, dans la construction des villes, de ponts, d'infrastructures diverses et variées, et que vous avez une manne comme ça à la porte de la France, est-ce que vous allez faire valoir votre goût pour la géopolitique, votre philanthropie, ou est-ce que vous allez plutôt favoriser vos affaires? Et donc, c'est un vrai problème. C'est un problème qui pourrait se régler, parce que il suffirait de dire que on ne pourrait pas posséder des médias, des sociétés qui sont de près ou de loin, avec des liens directs ou indirects, en affaires avec l'État. Et vous réglez pas tout le problème, mais une large partie du problème. C'est pareil, c'est le même principe que Bill Gates qui donne de l'argent chaque année au journal Le Monde. Il suffit de regarder les articles du journal Le Monde sur les vaccins et les anti-vax, ou ceux qui ne voulaient pas se vacciner, et on a vite compris le truc. Voilà. C'est un énorme problème, un danger pour la démocratie, que des oligarques possèdent des médias. Ne serait-ce que le mot, vous voyez, ils ont en plus, c'est pour ça que je dis souvent que le combat est culturel. Il faut se réapproprier le champ lexical, le champ sémantique et le champ intellectuel. Ne serait-ce que d'utiliser ces néologismes comme anti-vax. Les gens ne sont pas anti-vax. Tout à fait, tout à Moi, fait. j'ai découvert un certain nombre de manifs contre le pass sanitaire. Il y avait des gens qui étaient vaccinés, pour une large partie qui étaient vaccinés. Ceux qui n'étaient pas vaccinés pour ce vaccin-là, ARN messager, qui est toujours en phase d'expérimentation, c'est des gens qui avaient un peu un doute. Ils ne sont pas anti-vax. Ce n'est pas des illuminés qui pensent que la Terre est plate, comme une piscine à débordement, et qu'en allant au bout de la place de la Concorde, ils vont tomber dans le vide. Ce sont des gens cultivés, intéressants, qui aiment le débat. Ce n'est pas les abrutis, les sombres crétins que les médias veulent bien nous présenter, quoi. Je vais absolument vous raconter ça. J'ai un ami il se trouve qu'il connaît des responsables de debunking, je ne sais pas comment on appelle ça, fact-checker de Libération, je crois. Il habite dans son quartier. Et il lui explique, il discute du vaccin à l'époque, hein, et il lui explique qu'il n'était pas vacciné. Et le mec répond, donc c'est le patron des fact-checkers quand même, hein. Il lui répond, mais t'es antisémite. Donc c'est ça le niveau de, il n'y a pas besoin il y a pas besoin de commenter là, à ce niveau-là. Mais Monsieur Maisto, je suis un peu désolé, j'ai été pris de court. La vidéo va bientôt s'arrêter. J'avais une remarque à vous faire qui est complètement improvisée, mais complètement. Quand je vous entends parler, j'entends un homme politique. J'entends quelqu'un qui a des principes et des idéaux pour qui qui veut se battre pour ça. C'est personnel, hein. Donc voilà. Donc je ne sais pas si c'est votre intention dans les semaines ou les années qui viennent, mais Alors, on me le dit souvent, mais bon, si vous voulez, j'ai eu des expériences politiques, mais là encore, il y aurait beaucoup à dire. Les partis politiques sont prisonniers de leur fonctionnement en vase clos. Et moi, ce qui m'intéresserait un jour, peut-être, je ne sais pas, c'est de réunir les citoyens, quoi, hein, le peuple,
sur la base du bon sens et d'être vraiment dans une nouvelle démocratie constituante avec un référendum d'initiative citoyenne sur les principales questions, hein, et que le peuple ait enfin le pouvoir et puisse décider juste sur les questions, je dis juste, bien sûr, c'est un euphémisme, sur les questions qui les impactent au quotidien et arrêter de se remettre à des hommes providentiels qui n'ont rien de providentiel. Parce que finalement, ces hommes providentiels qu'on nous vend comme des lessives, ils sont très peu nombreux, mais eux, ils savent très bien ce qu'ils font. Parce que Mhm. j'entends souvent, ils sont fous, il y a un complot mondial, il y a pas de complot mondial et ils sont pas fous. C'est une communauté d'intérêts bien comprise qui se fait et se défait, qui est fluctuante, mais qui finalement se met toujours d'accord sur le dos C'est du d'ailleurs peuple, très sur le dos des intéressant peuples. ce que vous venez de dire, de voir les points de similarité entre des gens comme Macron, Trudeau ou Jacinda Ardern en Nouvelle-Zélande. C'est incroyable, vous avez vu, Incroyable, même dans le incroyable. calendrier. Ouais. Ouais, Les éléments incroyable, de langage, le incroyable. calendrier, les modes d'action, Oui, oui, c'est pratiquement simultané. Hein. tout à fait. D'ailleurs, je pourrais inclure aussi Richie Sunak en Angleterre, ça serait pareil. Et Ça serait pareil. on va conclure. D'abord, je voulais vous remercier pour le temps que vous avez passé avec moi. Merci à vous. Très instructif et très intéressant, j'ai trouvé. Et je ne sais pas, on peut terminer sur une note. Voilà, on va terminer sur la note, sur le commentaire que vous venez de faire. Peut-être l'idée d'un parti, ou peut-être pas un parti, mais je sais pas, une association de gens de bonne volonté, comme on disait dans un certain film, qui veulent faire avancer la société. J'ai l'impression que ça prend un peu. Il y a des choses qui se passent, en fait, avec certains médias alternatifs, certaines initiatives. Pierre-Yves Rougeron a dit une expression que j'aime beaucoup, je vais finir là-dessus, il disait qu'en France, il y a une culture invisible. Elle est invisible parce qu'elle a été, on la voit pas, en fait, les médias sont une caisse de résonance trop forte, mais il y a une vraie culture en France et c'est sur ça qu'il faut peut-être espérer. Voilà. Je vous remercie, Monsieur Maisto, et Merci à vous. à très bientôt, j'espère. À très bientôt. Merci à vous. Au revoir, bye bye.